Le premier piège, devant le secret des mésanges, serait de croire que nous avons affaire à un petit film doux, aimable, bucolique, destiné à accompagner les vacances scolaires avec un air de confiture de mûres et de cartable oublié. Ce serait passer à côté de sa beauté profonde. Car le film d'Antoine Lanciot travaille quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus souterrain. La question de ce que les enfants voient quand les adultes ne savent plus regarder. Le film raconte l'arrivée de Lucie, 9 ans, à Bectoile, un village où sa mère, Caro, mène des fouilles archéologiques. Mais Bectoile n'est pas seulement un lieu de vacances, c'est le village d'enfance de la mère. C'est un espace de retour, c'est un paysage qui garde des traces. Et c'est là que se loge le grand motif du film. L'archéologie n'est jamais seulement l'affaire des pierres, des ossements ou des ruines. Elle devient aussi une méthode affective. Fouiller, ce n'est pas seulement descendre dans le sol, c'est descendre dans les silences familiaux. Ce qui est très beau, c'est que le film ne dramatise pas cette idée de manière lourde. Il ne transforme pas le secret familial en mélodrame tonitruant. Il préfère l'enquête estivale, la piste minuscule, l'indice presque absurde, l'oiseau qui semble savoir quelque chose, le château en ruine, la caravane oubliée à l'orée du bois. On pourrait dire que le secret des mésanges appartient à une tradition du cinéma d'enfance où l'aventure n'est moins du spectaculaire que d'un déplacement du regard. À ce titre, le film dialogue avec toute une constellation. Le ballon rouge d'Albert Lamoris pour l'idée d'un merveilleux qui surgit dans un monde réel sans avoir besoin de se justifier. Pogno sur la falaise de Miyazaki pour cette manière de faire confiance à la perception enfantine. Keriti, La Maison des Contes, autre production française autour du secret, de la transmission et de l'imaginaire, ou encore Le Roi et l'Oiseau, non pas pour la même ampleur satirique, mais pour la façon dont le décor devient une architecture mentale. Mais la comparaison la plus souterraine serait peut-être à chercher du côté de Jacques Demy et d'Agnès Varda. Chez Demy, les lieux gardent des blessures chantées. Chez Varda, les objets, les murs, les visages, les chemins deviennent archives. Dans Le secret des mésanges, la campagne n'est pas décorative, elle est mémoire. Elle est un album de famille dont certaines pages sont collées entre elles. Le film est produit par Folimage et les Armateurs, avec plusieurs coproducteurs, et Antoine Lanciot le développe sur un temps long. Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma précise que le projet est né 10 ans auparavant et qu'il est inspiré de sa propre histoire familiale. Le film a été coécrit avec Pierre-Luc Grangeon, autre nom important de l'animation française artisanale. Cette durée de fabrication compte, elle se voit. Elle donne au film une densité que n'ont pas toujours les productions animées calibrées pour aller vite. Le secret des mésanges a le temps de l'artisanat. Et l'artisanat ici n'est pas une coquetterie. C'est le cœur même de la mise en scène. Le papier découpé donne au film une chose précieuse, une fragilité visible. Les personnages ne sont pas lissés dans une perfection numérique. Ils ont une petite résistance de matière. Ils ont l'air d'avoir été touchés, découpés, assemblés, déplacés. Leur monde est plat et pourtant plein de profondeur. Cette contradiction est magnifique. Le papier est une surface, mais le film en fait un monde stratifié. C'est là que l'esthétique rejoint le sujet. Un film sur les strates du passé est fait de couches de papier. Un film sur les secrets familiaux est fait de fragments assemblés. Un film sur l'archéologie est fabriqué par découpe, superposition, extraction. La forme ne commande pas le récit, elle le rejoue matériellement. Le papier à découper a évidemment une longue histoire dans le cinéma d'animation. On peut penser à Lotte Reininger, pionnière allemande du cinéma de silhouette, autrice des Aventures du prince Ahmed en 1926, l'un des grands monuments de l'animation mondiale. Chez Reininger, la découpe crée la féerie par l'ombre, la silhouette, l'élégance ornementale. Chez Lancio, la découpe crée autre chose, non pas le conte oriental ou le théâtre d'ombre, mais une mémoire rurale, tactile, presque documentaire. On peut aussi penser à Yuri Norstein, notamment Le Hérisson dans le brouillard ou Le Conte des contes, où les couches de matière, de verre, de papier et de lumière fabriquent un monde de souvenirs flottants. Norstein travaille la mémoire comme une brume. Lancio la travaille comme une clairière. Mais dans les deux cas, l'animation cesse d'être seulement mouvement. Elle devient réminiscence. Le film a été présenté au Festival international du film d'animation d'Annecy, notamment en séance événement selon GBK d'ailleurs, et il a circulé dans plusieurs festivals européens avant sa sortie française. Euh, donc Allociné mentionne Annecy, Leipzig, Zurich et le BFI London Film Festival. Bon, j'ai pas vérifié. Ce parcours festivalier est important parce qu'il inscrit le film dans une tradition française très identifiable, celle d'un cinéma d'animation d'auteur qui refuse l'alternative pauvre entre le produit pour enfants et le film expérimental inaccessible. Le secret des mésanges est parfaitement lisible par un enfant de 6 ou 8 ans, mais il contient assez de subtilité de forme pour qu'un adulte cinéphile y trouve une matière réelle. Le film est d'ailleurs recommandé à partir de 6 ans, mais il ne prend jamais l'enfant pour un spectateur diminué.
C'est essentiel. Il ne simplifie pas le monde, il le rend habitable. Il ne supprime pas les secrets, les blessures, les absences, les conflits entre générations. Il les place dans un récit où l'enfant peut enquêter, relier, comprendre. Cette position est presque politique. Dans beaucoup de films familiaux contemporains, l'enfant est soit surexcité, soit réduit à un vecteur de gag, soit embarqué dans une dramaturgie de parc d'attractions. Ici, Lucie est une héroïne d'observation. Elle regarde, elle écoute, elle interprète, elle relance le monde. On n'est pas dans la frénésie du cartoon, mais dans une aventure de l'attention. C'est une grande différence avec une part de l'animation américaine dominante, où l'espace est souvent saturé d'informations, de blagues, de mouvements et de signaux émotionnels. Le secret des mésanges préfère la respiration. Il appartient davantage à une lignée européenne où l'enfance est pensée comme une expérience sensible du temps. On pourrait convoquer Ma vie de courgette pour la délicatesse émotionnelle, Ernest et Célestine pour le trait et la douceur frondeuse, ou encore le tableau de Jean-François Laguilloni pour cette idée que l'image animée reste proche du geste graphique. Laguilloni est une référence particulièrement intéressante. Dans Gwen et le livre de sable, le château des singes, l'île de Blackmore ou Louise en hiver, il y a toujours une île, un territoire, une frontière, une mémoire à traverser. Lancio n'a pas la même mélancolie maritime, mais il partage cette conviction. Un dessin peut être un pays. Et Bectoile, justement, est un pays. Le nom même semble sortir d'un conte rural avec son petit éclat d'étoile coincé dans une toponymie villageoise. Bectoile, c'est le lieu où l'on cherche sous terre ce qui brille encore. Il y a dans ce nom une poésie discrète, presque une signature de folle image. Un lieu simple, mais légèrement décalé, suffisamment concret pour exister, suffisamment inventé pour devenir mythologique. L'autre grande force du film est son rapport à l'archéologie. D'ailleurs, l'INRAP a été partenaire du film et un entretien officiel souligne le travail préparatoire mené avec des archéologues pour donner vie au long métrage. Ce détail est précieux parce qu'il permet au film d'éviter le fantasme paresseux de la fouille comme simple chasse au trésor. Bien sûr, il y a du trésor, du mystère, de la crypte, de l'aventure, mais l'archéologie y devient aussi une discipline du doute, du fragment, de la patience. Le cinéma lui-même est archéologique. Monter un film, c'est organiser des traces. Regarder un film, c'est reconstituer une continuité à partir d'images séparées. Dans Le secret des mésanges, cette affinité est partout. Le passé est morcelé, le présent cherche à le relier et le spectateur devient lui aussi un fouilleur. Ce n'est pas anodin que Lucie soit une enfant. Dans le cinéma classique, l'enfant détective permet souvent de révéler ce que les adultes ont refoulé. On le voit dans Jeux interdits, où l'enfance ne comprend pas la guerre mais en absorbe les rituels. Dans L'esprit de la ruche de Victor Iris, où une petite fille interprète Frankenstein comme un secret du monde. Dans Paunette de Jacques Doyon, où l'enfant affronte la mort avec une logique à elle, ou dans Le labyrinthe de Pan, où l'imaginaire enfantin devient une contre-histoire face à la violence adulte. Le secret des mésanges est évidemment beaucoup plus lumineux que ces films, mais il partage avec eux une idée fondamentale. L'enfant n'est pas celui qui ignore, l'enfant est celui qui perçoit autrement. Les mésanges, elles, sont un motif très fin. Elles ne sont pas seulement des mascottes mignonnes, elles sont des passeurs. Le cinéma d'animation adore les animaux médiateurs, les oiseaux chez Disney, les chats chez Miyazaki, les renards dans tant de contes européens. Mais ici, la mésange a quelque chose de minuscule et de vif. Ce n'est pas l'aigle majestueux, ce n'est pas le corbeau gothique, ce n'est pas la chouette savante. C'est un petit oiseau du quotidien, un éclat bleu et jaune dans les haies, une virgule vivante. La mésange est parfaite pour ce film, parce qu'elle incarne un merveilleux de proximité. Pas besoin de dragons, de prophéties, de royaumes engloutis, il suffit d'un oiseau qui insiste. Le fantastique ici est presque ornithologique. C'est un merveilleux à hauteur de branche. Et c'est peut-être là que le film devient profondément français, au bon sens du terme. Il y a une tradition du fantastique français qui ne passe pas par le grandiose, mais par l'infime. La Belle et la Bête de Cocteau transforme un château en organisme vivant. Podane de Demy colore le conte avec des matières, des robes, des peaux, des chansons. Les contes de la nuit de Michel Oslo ramènent la magie à la silhouette. Lancio s'inscrit dans cette famille. Le merveilleux ne vient pas envahir le réel, il s'y cache depuis toujours. Le rapprochement avec Michel Oslo est tentant, notamment pour l'usage de la stylisation du conte, de la frontalité graphique. Mais Oslo tient tant souvent vers les purs, le motif, l'icône. Lancio, lui, travaille davantage le foisonnement du quotidien. Chiens, blaireaux, vieille caravane, château ruiné, fouilles, campagne vallonnée, objets modestes. Son film n'est pas une enluminure abstraite, c'est une brocante enchantée. La critique a d'ailleurs largement relevé cette délicatesse. Cine Europa parle d'un premier long métrage qui traite avec douceur narrative et visuelle la quête estivale d'une petite fille sur le passé de sa famille. Télérama le présente comme une des plus belles surprises animées de l'automne, en soulignant qu'il est entièrement réalisé en papier découpé et qu'il a mis 10 ans à voir le jour.
Ce mot douceur pourrait toutefois être trompeur. La douceur du film n'est pas mollesse, c'est une méthode. Le film choisit de ne pas brutaliser son spectateur, il avance par confiance, il invite à résoudre, non à consommer. Cela le rapproche du grand cinéma pour enfants d'autrefois, celui qui savait que la lenteur n'est pas l'ennemi de l'aventure. Pensons à La Guerre des boutons, à Crin blanc, au Grand chemin, à L'argent de poche de Truffaut. Ce sont des films où l'enfance n'est pas une catégorie marketing, mais une manière d'habiter le monde. Le secret des mésanges reprend quelque chose de cette tradition. L'été, le village, les adultes occupés, les secrets, les bêtises, les découvertes, la nature comme terrain d'initiation. Mais il le fait sans nostalgie réactionnaire. Il ne dit pas c'était mieux avant, il dit plutôt le passé n'est pas mort, il demande à être compris. C'est très différent. Et c'est là que l'archéologie devient une belle métaphore morale. Il ne s'agit pas de restaurer un âge d'or, mais d'accepter les couches du temps. On pourrait même dire que le film oppose deux rapports au passé. Le passé comme ruine d'un côté, le passé comme récit à rouvrir de l'autre. Les adultes, souvent, vivent avec les ruines. Les enfants, eux, veulent savoir où mène le tunnel. Visuellement, la grande réussite du film tient à cette articulation entre platitude graphique et profondeur émotionnelle. Le papier découpé donne parfois une impression de théâtre miniature. Les personnages semblent évoluer dans des décors qui pourraient être manipulés à la main. Cette dimension théâtrale est essentielle. Elle rend le monde proche. On sent que l'image pourrait tenir sur une table entre deux lampes dans un atelier. Et pourtant, cette modestie matérielle produit de l'ampleur. C'est la magie du cinéma artisanal. Plus le dispositif est visible, plus l'imaginaire travaille, là où une 3D trop parfaite ferme parfois l'image sur sa performance technique. Le papier découpé ouvre une zone mentale. On voit la fabrication, donc on rêve avec elle. Cela rejoint une question fondamentale de l'animation. Faut-il faire oublier la main ou la faire sentir? Lancio choisit clairement la seconde voie. On pourrait parler d'un cinéma de la main visible. Non pas un cinéma pauvre, mais un cinéma incarné. Chaque texture semble dire quelqu'un a pris le temps. C'est ce qui rend le film presque résistant dans le paysage actuel, à l'heure où l'image numérique tend vers la fluidité infinie. Le secret des mésanges revendique la découpe, le bord, la petite irrégularité, le grain. Il ne cherche pas à rivaliser avec Pixar ou DreamWorks sur le terrain de la virtuosité volumétrique. Il invente une autre puissance, celle de la matière fragile. Le film peut aussi être lu comme un hommage au travail collectif des studios d'animation. Folimage, implanté à Valence, occupe une place particulière dans l'histoire de l'animation française. C'est un studio qui a souvent défendu une animation d'auteur, régionale, artisanale, éloignée de la centralisation parisienne et des standards industriels internationaux. Le secret des mésanges a d'ailleurs été fabriqué en lien avec cet ancrage drômois et régional. Cette dimension est importante pour toi cinéphiliquement. On peut parler ici d'un film qui porte à lui une géographie de production. Ce n'est pas seulement un film français parce qu'il parle français. Il est français par son économie, par ses paysages imaginaires, par son rapport au territoire, par sa tradition graphique, par sa manière de faire du cinéma d'animation une affaire de transmission artisanale. Il y a aussi dans le film une réflexion sur les femmes et la transmission. Caro, la mère archéologue, est un personnage important. Elle travaille sur le passé, mais elle ne maîtrise pas nécessairement son propre passé. C'est très beau, elle sait fouiller scientifiquement, mais l'enquête affective lui échappe en partie. Lucie devient alors celle qui relie la compétence de sa mère à un savoir plus intuitif. Cela évite un schéma trop simple où l'adulte saurait et l'enfant apprendrait. Ici, l'enfant révèle. Elle n'est pas seulement initiée, elle initie aussi les adultes à une autre lecture du monde. On retrouve une idée très forte du cinéma d'enfance. L'enfant est un monteur, il raccorde ce qui était séparé. Le film joue aussi avec les genres. C'est un film d'animation évidemment, mais c'est aussi un film d'enquête, un film d'aventure rurale, un récit de secret familial, presque un petit roman gothique en plein jour. Le château en ruine et la crypte apportent une coloration de mystère, mais sans basculer dans la peur. On est dans une forme de gothique doux, un gothique de sous-bois et de goûter, où les ombres sont là pour être explorées, non pour traumatiser. On pourrait convoquer les Goonies pour l'idée d'une bande d'enfants face à un secret enfoui, mais en version française champêtre, sans hystérie Spielbergienne. Ou Stand By Me, si l'on pense au cheminement initiatique, mais débarrassé de la cruauté adolescente. Ou encore le tombeau des Lucioles, non pas pour la tragédie, mais pour rappeler que l'animation sait porter la mémoire familiale et historique avec une délicatesse que le cinéma en prise de vue réelle n'atteint pas toujours. Le film appartient aussi à la famille des récits où un lieu apparemment paisible se révèle feuilleté, presque hanté. Pas hanté par des fantômes terrifiants, mais par des non-dits. C'est une hantise lumineuse, une hantise de mésange. La musique mérite également qu'on s'y arrête. La musique est signée Didier Falk, également impliqué dans la production.
C'est on signale aussi la présence de la chanson «La mauvaise réputation» de Georges Brassens dans le film. Ce choix est très intéressant. Brassens introduit un imaginaire de liberté individuelle, de village, de regard social, de marginalité tranquille, dans un récit de secret familial et de communauté rurale. Ce n'est pas un simple clin d'œil patrimonial, c'est presque un commentaire. Le village regarde, juge, oublie, transmet, déforme. Brassens, c'est la France des bancs publics et des mauvaises langues, des anarchistes tendres et des villages où tout se sait sauf l'essentiel. Sa présence donne au film un arrière-goût de chansons populaires, mais aussi de résistance douce. Lucie, quelque part, a une mauvaise réputation potentielle, celle de l'enfant qui pose les questions qu'on ne veut pas entendre. Et c'est peut-être cela le secret du film. Il ne s'agit pas seulement de découvrir ce qui s'est passé, il s'agit de réapprendre à parler. L'aventure sert à refaire circuler la parole entre les générations. On pourrait structurer la lecture du film autour de trois axes. Premier axe, la matière. Le papier découpé n'est pas un style décoratif, mais un principe de pensée. Le film parle de fragments, il en fait de fragments, il parle de couches, il en fait des couches. Il parle de mémoire fragile, il est fait d'une matière fragile. Deuxième axe, l'enfance comme méthode d'enquête. Lucie ne représente pas l'innocence mièvre, elle représente la tension, la curiosité, l'obstination. Elle est moins une héroïne d'action qu'une héroïne du raccord. Elle comprend que les signes du monde peuvent être lus. Troisième axe, la campagne comme archive. Bectoile n'est pas un décor bucolique, c'est un palimpseste. Les chemins, les ruines, les animaux, les objets abandonnés, les adultes eux-mêmes, tout y conserve quelque chose. Ce qui distingue Le secret des mésanges de beaucoup de films familiaux, c'est qu'il ne sacrifie jamais la poésie à l'efficacité. Il avance certes avec une enquête, des péripéties, des découvertes, mais son vrai moteur est moins la résolution que la réparation. Le secret n'est pas un twist, c'est une blessure qui cherche une forme racontable. C'est une différence cruciale. Dans le cinéma contemporain, le secret est souvent traité comme une machine à révélation. On cache, puis on dévoile, puis le spectateur est censé être surpris. Ici, le secret est plus organique. Il n'est pas seulement une information cachée, il y a une zone affective. Le film ne demande pas seulement que s'est-il passé, il demande comment peut-on vivre avec ce qui n'a pas été dit. En cela, le film rejoint une tradition beaucoup plus vaste du cinéma français, celle des secrets familiaux, de La fleur du mal de Chabrol à Un secret de Claude Miller, en passant par Les roseaux sauvages de Téchiné, où les histoires privées rencontrent toujours des silences collectifs. Bien sûr, Lancio transpose cela dans un univers enfantin et animé, mais la structure intime est comparable. Le passé travaille le présent depuis une pièce fermée. La grande élégance du film est de rendre cette problématique accessible sans l'écraser sous la psychologie. Il ne surligne pas, il laisse les oiseaux, les objets, les décors, les gestes prendre leur part de narration. C'est très cinématographique. Un mauvais film expliquerait, celui-ci dispose. On peut aussi parler du rapport aux animaux. Le film met en scène des mésanges, mais aussi un bestiaire qui participe au charme de l'aventure. Là encore, le risque serait la ménagerie décorative. Or, les animaux dans le film prolongent la perception enfantine. Ils font du monde un réseau de signes. Le vivant n'est pas un fond d'écran, il observe, accompagne, dérange, guide. Cela rapproche le film de certaines œuvres de Miyazaki, non pas dans l'ampleur cosmologique, mais dans l'idée que l'humain n'est jamais seul dans le monde. Les oiseaux, les bois, les ruines, les bêtes, tout comme une communauté de présence. Dans Mon voisin Totoro, la nature est un monde voisin. Dans Le secret des mésanges, elle est une mémoire voisine. Ce serait d'ailleurs une erreur de voir le film uniquement comme petit. Il est petit par son échelle dramatique, mais grand par son intelligence du regard. Il n'a pas besoin de fin du monde parce qu'il sait qu'un secret familial pour un enfant est déjà un continent englouti. La réception critique semble avoir insisté sur cette délicatesse et sur la rareté de son procédé. Le Nouvel Obs évoque le potentiel imaginaire des papiers et tissus découpés et y voit une merveille d'animation, tandis que Télérama a publié un article spécifique sur le procédé avec cette idée forte que tout a été découpé à la main. Ce point donne matière à une belle conclusion cinéphilique. Le secret des mésanges est un film qui croit encore que le cinéma peut être un art de la découpe. C'est presque un retour aux origines. Le cinéma, après tout, est fait de photogrammes séparés. Le montage est une découpe du temps. Le cadre est une découpe de l'espace. L'animation en papier découpé rend cette vérité visible. Faire du cinéma, c'est toujours découper le monde pour le réassembler autrement. Et c'est exactement ce que fait Lucie. Elle découpe les indices, elle recadre le passé, elle remonte le film familial. Alors que reste-t-il après la projection? Pas seulement l'impression d'avoir vu un joli film, plutôt celle d'avoir traversé un petit théâtre de papier où chaque oiseau, chaque ruine, chaque chemin semblait dire ce qui est enfoui n'est pas forcément perdu. Parfois, il attend simplement quelqu'un d'assez jeune, d'assez têtu, d'assez libre pour écouter les mésanges. Secret des mésanges est donc un film précieux parce qu'il fait tenir ensemble trois choses que le cinéma sépare trop souvent: l'enfance,
sens, la mémoire et la matière. Il raconte une enquête, mais il fabrique surtout une sensation, celle d'un passé qui bruisse encore dans les arbres, entre deux battements d'ailes, dans le froissement minuscule d'un papier qui devient monde.